Salutations et bienvenue à Entre trois films, épisode du 1er mai 2022. C'est notre premier épisode de la deuxième saison. Je suis DJ Patoff et en compagnie de Foxman et Yogi. Salut les gars. Salut. Deuxième saison. Ouais. Super, hein, vraiment. Ah, ça va être le fun. Au programme cette semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur, un dossier spécial le CinemaCon et aux nouvelles, une surprise à Hollywood, une course aux acteurs décédés et un échange de date, oui c'est ça, chez Marvel. Tout d'abord, on va commencer avec notre semaine, messieurs. Et cette semaine, on va commencer avec Foxman. Comment s'est passé cette semaine? Plutôt bien. Non, j'ai fait beaucoup de recherches sur les formats de cinéma. Parce que ça a commencé à cause du CinemaCon. Parce que le CinemaCon, c'est pas juste ce qu'on va parler dans le dossier. C'est toute la technologie cinématographique. Tu sais, ça va du popcorn aller au visionnement. Là, c'est toute l'expérience client. Les nouveaux projecteurs, de nouvelles caisses de son, des choses comme ça. Depuis une couple d'années, il y a un système qui s'appelle ScreenX. C'est comme un demi-carré. T'as un écran normal en avant et t'as des écrans sur le côté. Pour de l'immersion? Oui, pour de l'immersion. Oh! Puis ce format-là, j'ai commencé à l'analyser parce que je l'avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais vu de présentation. Là, à cause du CinemaCon, j'ai pu avoir accès à un visionnement comme un genre de simulation, que c'est que ça donne exactement. Parce qu'il y a déjà des salles aux États-Unis qui ont ScreenX, puis qui diffusent en ScreenX. Puis il y a des films adaptés en ScreenX, comme dernièrement, il y a eu Spider-Man, le dernier Spider-Man. No Way Home. No Way Home, excusez-moi, c'est à cause de Homecoming puis Far From Home, mais je vais mettre... Un petit peu trop de Home. Ouais, c'est ça, il y a un petit peu trop de Home. Comme lui, il a été diffusé en ScreenX. Mais je voulais savoir c'était quoi, comment il faisait ça. Puis je suis tombé dans un genre de loophole sur les aspect ratio. Puis je me suis rendu compte que ScreenX, finalement, c'est un cinérama des pauvres. OK, c'est pas encore la grosse technologie. Ben, c'est très, très gros comme technologie, mais ça révolutionne rien parce que depuis 1952, on a Cinérama. Puis Cinérama, puis là, je me suis pensé, on a des caméras digitales à cette heure, on n'a plus besoin de 3 stripes de film. On va peut-être faire une caméra digitale Cinérama, puis montrer c'est quoi du vrai cinéma, finalement, avec un vrai ratio. Fait que je me suis amusé, j'ai écouté des documentaires sur Cinérama toute la semaine. Puis c'est intéressant. C'est une c'est technologie, c'est peut-être l'avenir. Moi, je dis que ramener le cinérama de 1952 avec une technologie digitale, ça serait peut-être la meilleure option de tout le monde au niveau cinéma. Ouh. Oh, on a peut-être un inventaire ici. On va faire de l'argent. Préparez vos cinéplex, on arrive. On va vous rentrer dedans. De mon côté, moi, j'ai écouté des séries. J'ai fini la deuxième saison de Lower Deck, que j'ai vraiment hâte qu'il y ait une troisième saison. Vous avez les épisodes avec qui, vous avez dit? Oui. Mon capitaine. But I'm not French. J'ai regardé un film qui s'appelait Antoine et Marie de Jimmy Larouche, c'est ça. J'ai écouté une série qui date de 2005 qui s'appelle Cat House de série. C'est une série qui avait été produite par HBO et est disponible sur Prime Video. C'est une série de semi-réalité sur une maison close au Nevada, le Moonlight Bunny Ranch, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quand même... c'est une série qui a l'air bizarre, mais c'est comme pas Playboy qui la présente. Donc, du coup, c'est regardable, là. Ouais. De soi, là. Je veux plus l'écouter. Ça a-tu une étoile de plus? Oui, naturellement, quand même. Toujours une étoile de plus dans ce genre de série-là. Marc-André, toi, de ton côté? Cette semaine, j'ai lu encore d'autres comics, j'ai regardé les séries habituelles et j'ai commencé ma semaine en regardant un film de 89 avec Randy Quaid qui s'appelle Parents. Oui. Qui est disponible sur demande ce mois-ci sur Frisson. Donc, si vous avez Frisson, vous pouvez le regarder. Une petite comédie d'horreur des années 80. Avec Randy Quaid. Ça doit être pathétique, mais dans le bon sens du terme. C'est pathétique. L'idée de départ est très bonne. J'ai trouvé que le film était très court, 1h15 avec les génériques. Et il manque 15 minutes au film, mais sinon... Il manque 15 minutes? Oui, il manque une quinzaine de minutes. Le gore? Non, pour faire le lien entre certaines scènes, avoir plus de dialogue pour expliquer. Parce qu'en gros, c'est l'histoire d'une famille des années 50 qui viennent de déménager dans une nouvelle banlieue. Et le jeune pense que ses parents, ce sont des cannibales.
Par définition, Ben, c'était quand Randy Randy Quaid, en 94, il faisait des steaks radioactifs sur des roches. Fait que ça se peut que Mais ça vaut la peine d'être vu. Il y a quand même quelques petits éléments dans le cadrage, le montage qui est intéressant à regarder, là, mais... C'est un film de Lloyd Kaufman? Non. Oh! Non. Ouais, c'est quand même un film qui avait passé sous le radar, qui mérite d'être un petit peu dépoussiéré pour certaines personnes. Ouais, oui. Ça me donne le goût d'écouter. Pour les amateurs, ça vaut la peine d'être vu au moins une fois dans sa vie. On passe déjà aux nouvelles. Déjà? Ben oui. Qu'est-ce que c'est surprenant? Il y a eu un échange de dates de sortie chez Marvel. Oui. The Marvels était supposé de sortir le 17 février. Et il est mouvé, excusez le terme, il est déplacé au 28 juillet. Du 17 février au 28 juillet. 2023. 2023. Mais on a un cadeau. Le film qu'on attendait, qui était supposé d'être le 28 juillet, est maintenant le 17 février. Et ce film-là? Ant-Man and the Wasp Quantumania sortira au mois de février au lieu de sortir au mois de juillet. Ouais. Je pense qu'ils ont fait le move pour pouvoir qu'on ait le meilleur des deux avant. Le plus rapidement possible. À moins qu'ils aient décidé d'un point de vue narratif avec des chaînes... S'il est à la hauteur des deux autres, il va être vraiment le fun. Oui, surtout avec le Quantumania, tout ce que ça peut amener. Parce que là, on va avoir le multiverse cette semaine. Ouais. Le Quantumania, c'est d'autres choses aussi flyées. Ça va être le fun. Il y a 2 réalisateurs qui ont quitté leurs films respectifs. Et oui, malheureusement, encore chez Marvel, John Watts a quitté la pré-production de Fantastic Four. On n'a aucune raison. Il a juste quitté. Il a juste quitté. D'après moi, c'est des raisons personnelles parce que Kevin Feige a dit qu'il espérait, dans un proche avenir, retravailler avec John Watts. Il n'était pas aussi censé faire les prochains Spider-Man? Pas officiellement. Il y avait des rumeurs, mais officiellement, son prochain film était Fantastic Four. Ben là, si Kevin Feige a parlé en disant qu'il espérait pouvoir retravailler avec, c'est qu'ils sont pas partis en chicane. Non. C'est des raisons personnelles, d'après moi. Peut-être l'épuisement, parce qu'il avait quand même fait 3 films très rapprochés avec Spider-Man, puis retomber tout de suite dans un show de super-héros, des fois, ça... Ouais, puis c'est une grosse job réalisateur de ces films-là, même. C'est beaucoup de travail. Parce que c'est pas du travail de réalisation normal. Il faut que tu acquiesces à un comité. C'est pas ton film à toi, en réalité. Quand tu fais un film pour Marvel, c'est pas ton film. Ouais. C'est plus comme un réalisateur de télévision. Parce que c'est chapeauté, veut pas, de façon très... pas sévère, mais de façon Marvel très... te dit, il faut que tu mettes tel personnage à telle place, puis qu'ils disent telle ligne de dialogue, faut que tu le fasses. Puis l'autre réalisateur, ça c'est surprenant, par exemple. Justin Lin, qui nous a donné quelques Fast and the Furious, depuis Tokyo Drift jusqu'au 6. Il n'a pas fait le 7 puis le 8. Non, le 7, c'était James Wan qui l'a fait. c'est ça. Puis l'autre, c'était chose Green. Il était-tu revenu pour le 9? Oui, il était revenu pour le 9. Là, il a quitté en plein milieu du tournage. C'est pas une raison personnelle. Non, divergence artistique. Avec qui? C'est assez simple à déduire. Il y a quand même des grosses têtes enflées dans le film. Oui, il y a Brie Larson puis Vin Diesel. Là. On sait que c'est pas les acteurs les plus dociles sur la Terre à ce niveau-là. Mais il reste comme auteur et comme producteur. C'est vraiment bizarre. Ouais, producteur, il n'a pas besoin d'être sur place nécessairement. Puis auteur, ils vont garder son scénario. C'est ça. Mais c'est quand même bizarre. Fait qu'il n'est pas parti en chicane avec les producteurs ou avec l'équipe. Avec Universal. C'est ça. Il est parti en chicane avec du monde sur le plateau. Probablement une vedette. Oui. Mais c'est bizarre pareil, parce que tu sais à quoi tu t'embarques quand tu as fait 4-5 films avec Vin Diesel, tu sais comment il est. Ouais, il y a vraiment des conflits entre comédiens puis qui n'est pas capable de les gérer. Là. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour ce job-là. C'est ça. Tu veux pas t'as rajouté une grosse tête dans la gang de chums d'une certaine manière depuis le temps qu'ils font des films ensemble. Ah, oui. Puis là, tu te retrouves, tu rajoutes une autre qui est très difficile à gérer. Mais c'est à cause que la même journée, il y a eu un tweet avec une belle photo de Vin Diesel. Puis Brie Larson, elle colle comme de dos avec les deux avec les gros sourires en voulant dire « Tata! » On l'a eu. Ça regarde mal. Fait qu'il fera pas le 11. Ça, c'est probablement Non, parce que c'est un two-part. Hein? 10 et 11 est un two-part, fait qu'il ne l'aura pas. Ouais. Sinon, il y a Blake Lively qui s'attaque à sa première réalisation. Oui, Madame Deadpool. Oui. Parce que c'est la femme Ryan Reynolds dans la vie. Va réaliser son premier film. On sait rien.
On sait juste que le film va être écrit par Edgar Wright, le créateur de Shaun of the Dead, puis son dernier film qui était Last Night in Soho, qui est sorti vers la fin de l'année dernière, qui était excellent d'ailleurs. Mais ce réalisateur-là, Baby Driver, tous ses films sont excellents. Là. Il ne se trompe pas souvent. Sa trilogie, comment il s'appelle? The End of the World Trilogy. Napolitaine. L'Apocalypse Trilogy, je pense en anglais. Là. Non, c'est Ice Cream. Napolitaine. Ça, c'est en français, non? Il y a un terme genre Apocalypse, quelque chose en anglais. The Three Flavor Cornetto. Ouais, fait que c'est ça, il va écrire le film pour Blake Lively. Les gens qui ont visité Hollywood cette semaine ont eu toute une surprise en arrivant à Hollywood Boulevard. Oui, tout était décoré à Noël, comme dans le temps des fêtes. Déjà? Ben oui, parce qu'on tourne les affaires présentement. Ils se préparent pour le Noël du campeur. Non, ils ont pu voir les gardiens de la galaxie se promener sur l'Hollywood Boulevard, ou le trottoir des étoiles, devant le Chinese Theater, puis chez Madame Tursault. Okay. Fait qu'ils pouvaient voir Jack the Destroyer puis Mantis se promener ensemble. Pour être allé une fois à cet endroit-là, là, je le vois vraiment comment ça devrait être décoré là, avec le sapin de Noël, la fausse neige qui va être rajoutée, tout ça. Là. Ça, c'est pour le Guardian of the Galaxy Holiday Special, qui fait référence au Star Wars Holiday Special. Donc, c'est une scène qui était tournée, dans le fond, c'est ça? Ils ont tourné une scène pour le spécial de Noël, parce que tu tournes pas des extérieurs de même, tu tournes pas ça, tu sais, d'autres blocs d'habitude quand c'est pour la télé. Parce que oui, c'est pour la télé, ce coup-ci, c'est fait pour Disney+. Ce n'est pas un film. Et tout le monde s'entend à dire qu'il va falloir écouter ça pour comprendre volume 3. Qui va être au cinéma là, par après. Préparez vos abonnements à série, Disney+. Ouais. Il y a 2 séries télévisées populaires quand même qui vont quitter les ondes. Ah oui, une mémorium. Une mémorium de ces 2 séries-là. Space Force, après 2 saisons. Seulement. Qui est une série sur la branche spatiale de l'armée américaine avec Steve Carell et John Malkovich. Ouais. Qui était quand même intéressant. Tu avais des hauts et des bas dans cette série-là. J'imagine qu'ils n'ont pas atteint les chiffres qu'ils voulaient. Exactement. Puis c'est Netflix, puis Young Python et Jack assez rapidement Netflix. On se demande pourquoi. Ouais, mais ça arrive très très souvent qu'ils cancellent pour canceller. Puis avec les dernières nouvelles sur Netflix, ça ne doit pas aider non plus. Non, exactement. Puis Steve Carell et John Malkovich, quand même des gros contrats. Tu veux te débarrasser de certains contrats. Tu ne payes pas avec des peanuts. C'est ça. Puis l'autre série, c'est Batwoman. Celle-là, on va pleurer, les gars. Là. J'ai eu de la difficulté à finir la première. Saison? Oui. Après 3 saisons, elle nous quitte. 3 saisons et 2 Batwoman. Oui. Disons que le Arrowverse, depuis le début, ça doit faire bientôt 10 ans que c'est commencé, là. Ça devrait penser à d'autres choses. Ça fait le tour là, avec toutes les séries qu'il y a. Oui. Pour moi, je pleurais pas pour Batwoman du tout. Là. Non, je pense que c'était la pire des séries que j'ai vues là-dedans. Là. On est très loin de Legend of Tomorrow comme, je dis pas qualité, mais de plaisir à regarder. Puis, on peut pas prendre Batman, on veut faire un show de Batman, fait qu'on va prendre des méchants de Batman, puis on va les faire affronter Batwoman. La cousine de Batman dans la première saison. Ouais. C'était quelque chose de bizarre. Ouais. Puis même dans les comics, Batwoman, c'est pas un personnage qui est intéressant à lire. Non. C'est vraiment... C'était juste à cause qu'il voulait un show qui se passait à Gotham. J'aurais pris d'autres personnages que Batwoman avant. Ah, regarde, moi, ça aurait été une affaire à Bloodhaven, puis ça aurait été... Nightwing. Ou j'aurais pris un des Robins. C'est une des bonnes affaires de Matt Reeves de mentionner Bloodhaven dans le film. C'est peut-être l'affaire que j'ai adoré le plus. Et finalement, il y a Hollywood qui a déclenché une course aux acteurs morts. Et oui. C'est quoi ça? C'est quoi ça, du coup? C'est qu'on a parlé tout à l'heure de Fast 10, justement, qui a perdu son réalisateur. Mais là, les étoiles s'amènent à ce que Paul Walker reviendrait d'une manière digitale. Puis, il y a des grosses... La deuxième, c'est une rumeur. Ça, c'est vraiment vrai, là, parce qu'on le voyait à la fin du film. Je ne sais pas si vous avez vu Fast 9. On voit son auto à la fin rentrer dans le... moi, j'arrête au 4. C'était son frère qui avait joué le rôle, puis il avait modifié le visage de son frère. Dans le dernier qu'il avait fait ça. Ça. Mais là, à la fin du dernier, à la fin de Fast 9... Oui, on voit son frère. Il y a un barbecue, parce qu'il y a tout le temps des barbecues chez les Toretto, là, tu sais. À la fin, on voit la voiture à Paul Walker rentrer dans l'entrée, puis le film finissant de même. Oui, c'est vrai. Que là, tout le monde s'attend à dire que... La famille va être reconstituée. Exactement, pour les 2 derniers dans l'histoire. Mais, venant du CinemaCon aussi, il y a une rumeur. Mais là, si je dis bien le mot rumeur, là, c'est gras, là. Rumeur. Prenez pas ça pour du catch. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est un acteur qui a joué un super-héros en 1978. Oh! Christopher Reeve. Il prendrait Christopher Reeve.
Il ferait rentrer dans le DCU. Dans quel film? Sûrement dans The Flash, c'est le seul qui parle de multiverse. Fait que là, on aurait Michael Keaton, Christopher Reeve. Ils vont-tu faire un rajeunissement sur Linda Carter, peut-être? Tant qu'à ça. Pour avoir la vraie Justice League. Michael Keaton, Christopher Reeve. Et Linda Carter. Ça serait de toute beauté. Il manquerait juste John Wesley Shipp. Ah, ça serait... Je capoterais. Désolé, je viens de sacrer son nom. Ouais, c'est totalement... John Wesley Shipp. Ouais, John Wesley Shipp. Mais pauvre Ezra Miller, s'il y a John Wesley Shipp dans le film, parce que tant qu'à moi, c'est le vrai Flash. Comme, tu sais, c'est pas Grant Gosling, c'est pas Ezra Miller, pour moi, de Flash, c'est John Wesley Shipp. Il l'avait très bien dans la série. Pour ceux qui l'ont pas vu, la série, là, ça vaut la peine d'être regardé au moins une fois dans sa vie. Là. Ouais, ça a daté. Les effets spéciaux ont daté beaucoup. Mais d'un point de vue écriture, là, c'est encore aujourd'hui. Là, le costume. Fonctionne. Wow! Le costume de Flash dans cette série-là est mortel. Oh oui! Puis les personnages secondaires étaient tellement bons dans The Flash. Je comprends pas pourquoi ça a duré. Je le sais pourquoi, c'est parce que la série coûtait vraiment très cher. C'est pour ça qu'il avait cancellé au bout d'une saison seulement. Mais The Flash de 1990, c'est peut-être la meilleure série télévisée d'édition de toutes les séries télé. Puis pour ceux qui veulent l'avoir en DVD, ça arrive souvent qu'à Québec, au Québec, Sunrise la met en spécial. À 9,99 pour la saison. Ça vaut vraiment la peine. Si vous le trompez là-dessus, là, dépêchez-vous à le prendre. Surtout les épisodes avec le Trickster. C'est ce qui me fait aux nouvelles. Et on va passer à notre dossier spécial Cinématon. Les dossiers extraordinaires. Est-ce que Simon va pouvoir nous résumer cette folie en quelques minutes? Oui, là, je vais vous expliquer comment que je vais procéder. OK. C'est que je vais faire la dénomenclature des films par studio. OK. Puis en chaque film, si vous avez des questions, vous m'égarochez les questions, puis je vais y répondre. Parfait, moi ça me va. T'as-tu des questions de prête, toi? Non, mais moi, on va y aller sur le feeling. On va y aller à l'improvisation. Ça a commencé lundi avec Sony, Columbia Pictures, qui ont présenté aux personnes présentes 15 minutes du film Bullet Train avec Brad Pitt, qu'on a déjà vu certaines bandes annonces, réalisé par David Leitch. Puis il y a 17 meurtres en 15 minutes de film. Dans toutes les... Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu 15 minutes pour 17 meurtres. 17 meurtres en 15 minutes. Ça annonce bien pour un film de 2 heures. Attends, 15 minutes, ça veut dire 17 meurtres. Mettons qu'on dit 15 meurtres. Ça fait 60 meurtres à l'heure. Ouais. Fait qu'on est proche à près de 130 meurtres dans le film. C'est bon, ce film-là. J'espère que dans chaque meurtre, ça va être de façon différente. T'imagines? Le couteau, la hache, la tronçonneuse, la bâton de dynamite. J'espère qu'ils vont être capables de... Qu'ils vont mettre des... Ça a l'air que c'est un mélange de films des années 70 avec un peu de Guy Ritchie puis de Tarantino, mais ultra violent. C'est ça. Ça a coûté combien en sirop de maïs? Aucune idée. On va sauter à l'autre film. Where the Crawdads Sing. Un meurtre et mystère qui se passe dans le sud des États-Unis, produit par Reese Witherspoon, basé sur le roman du même nom. Reese Witherspoon qui a produit. Okay. Ça se passe au Texas? Aucune idée. D'après les images, ça se passe dans le coin de la Louisiane. Ensuite de ça, on a The Woman King, avec Viola Davis, qui parle d'une tribu guerrière femelle du 18 au 19e siècle en Afrique. C'est comme une Wonder Woman en Afrique? Non, ça serait plutôt comme les guerrières de... C'est l'inspiration en réalité des guerrières de Black Panther. OK! Mais parce quand ils ont écrit Black Panther, ils se sont inspirés de quelque chose. Ils se sont inspirés de cette tribu-là. OK, c'est une tribu qui que les femmes étaient guerrières. Ah, c'est le fun, ça. Et voici l'affaire la plus pathétique de Sony. El Muerto! La mort. Non, c'est un lutteur luchador. Les masqués, là. Oui, que lorsqu'il met son masque, a des super pouvoirs. C'est un personnage obscur de Marvel qui est apparu dans les titres de Spider-Man en premier. C'est pour ça que c'est Sony qui ont les droits. Puis ça va être avec le rappeur Bad Bunny qui va jouer le rôle.
Coudon, Sony sont-ils en train de regarder dans le catalogue ou l'encyclopédie de Marvel quel super-héros on pourrait prendre qui est Qu'on a les droits. Qu'on a les droits et qui peut être le plus pathétique, puis on fait c'est lui. Tu sais, ça va être ridicule, là. On a les droits. C'est-tu le style un peu de super-héros à ce que James Gunn a pris dans Suicide Squad, le même niveau d'originalité, pas d'originalité, mais de popularité ou bien de intéressant ou de comme TDK et des affaires-là. Ça risque d'être ça qui va arriver dans l'avenir chez Sony parce que les gros populaires y en ont de moins en moins. Ouais. Fait que l'autre film après, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, qui sera plus en 2 parties finalement, parce que le troisième va s'appeler Beyond the Spider-Verse. Donc il va être en 3 parties. Ben, il était déjà en 2 parties. Il va y avoir 3 films en tout avec Into the Spider-Verse, ça va donner 3 films. Ils disent que c'est le plus grand film d'animation de tous les temps. Tu as 240 personnages. Puis, il y a eu 1000 animateurs qui ont travaillé sur le projet. 240 personnages. Sur 2 films. Est-ce qu'ils font l'origin story de chacun des personnages? Aucune idée. J'aimerais ça avoir l'origine de... Ils ont présenté aussi des scènes de Madame Web et de Kraven the Hunter. Il va y avoir un film basé sur la vie de George Foreman. Après Ali, il faut faire son rival. Oui. Il va y avoir Forest Whitaker dans le film. Il ne jouera pas le rôle de Foreman. J'ai commandé le film Ali cette semaine sur Amazon. Et le prix, ça t'a fait une claque? Oui, j'ai fait un saut. Et ils ont fait l'annonce officielle. Ben, c'est jamais officiel parce que CinemaCon, il n'y a pas de press release. Quand on dit officiel, c'est entre guillemets parce que c'est juste annoncé aux propriétaires de cinéma. De Ghostbusters yes. Et de Venom 3. Oui. On saute maintenant à Warner Bros. Qui ont commencé leur présentation avec l'annonce que Matt Reeves allait réaliser de Batman 2. J'ai juste une petite question. Quoi? Ils ont-tu reparlé de les échanges de dates pour leur film ou ils gardent les modifications qu'ils ont faites dernièrement à Warner? Warner, ils gardent les modifications qu'ils ont faites dernièrement. OK. Ensuite de ça, on a eu la présentation de quelques minutes de film de Elvis de Baz Luhrmann. Ça, j'ai hâte de... Même si je suis pas un amateur de comédie musicale, j'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, j'aime Baz. Tout le monde s'entend dire que c'est le Moulin Rouge des biographies. Cool. Parce que ça a l'air qu'il va... Oui, il va y avoir des chansons d'Elvis, mais il va y avoir des chansons contemporaines, pareil comme dans Moulin Rouge. Qui parle d'Elvis, dans le fond. Ben, qui va amener de l'émotion... au film. Ben, c'est le style de Baz Luhrmann. Ah ouais, c'est ça. Il l'a fait dans Great Gatsby, il l'a fait dans Moulin Rouge, dans Roméo et Juliette. On aime ou on n'aime pas Baz, mais sérieusement... Moi, je l'aime pas personnellement, mais je comprends pourquoi que le monde l'aime, par exemple. Denis Villeneuve a apparu à l'écran pour annoncer Dune 2 officiellement. Okay. Mais ça, tout le monde le savait depuis X nombre de temps. Oui, c'est pas comme une grande surprise. Non. Ensuite de ça, on a eu des images, certaines scènes de Wonka avec Timothée Chalamet, qui est le préquel à Willy Wonka. Un prequel? Oui, mais c'est pas basé sur la version de Tim Burton, c'est basé sur la version de Gene Wilder. Et on sait-tu un peu c'est quoi l'histoire? Ou... C'est à l'origine de la Factory, avec Willy Wonka qui est joué par Timothée Chalamet. Donc, Timothée Chalamet va jouer Gene Wilder. Joue Gene Wilder. Oui. Il y a le même sourire. Ouais. Les images que j'ai vues cette semaine, il y a exactement le même sourire. Je suis capable de le voir, oui. Ensuite de ça, on a un film réalisé par Olivia Wilde. Je ne parlerai pas de ce qui est arrivé sur le stage, mais je vais parler du film. Don't Worry Darling avec Florence Pugh, Chris Pine, un thriller psychologique avec une touche de Stepford Wives et beaucoup d'érotisme. Ensuite de ça, on a eu les premières images de Salem Lot, le remake du film, ce qui est la 3e adaptation de Salem Lot d'ailleurs. Il y a eu la version de Toby Hooper des années 79. Puis il y a eu la version en 2004 avec Rob Lowe dans le rôle titre. Là, présentement, il y a une nouvelle version qui est réalisée par un des scénaristes de Hit, les 2 films Hit réalisés par Andy Muschietti. C'est un des scénaristes qui réalise le film. Okay. Puis tout le monde dit que d'après la bande-annonce, c'est le film le plus terrifiant de Stephen King depuis très, très, très longtemps. Oh, nice! J'ai hâte. Disons qu'il se laisse aller au niveau horreur. Ben, est-ce que c'est Stephen King qui se laisse aller ou c'est plutôt pour une fois la maison de production qui fait... Le roman a été écrit depuis tellement longtemps que... C'est ça. C'est que là, ils ont dit, OK, ben, on va montrer c'est quoi du vrai Stephen King à l'écran. Parce qu'on n'a jamais vraiment vu. Non, c'est souvent des adaptations pas tout le temps réussies. Ben, souvent... C'est dommage avec Stephen King. Mais c'est souvent amoindri, moins violent, moins gore, moins pour pouvoir atteindre le plus de gens de personnes. Mais Stephen King aussi, comme c'est très, très, très visuel puis très descriptif,
c'est beaucoup plus dans la psychologie. OK, là, on tombe dans la section DC de Warner. DC. Avec le premier gros, The Flash. Oui. Mm-hmm. Qui ont emmené des photos, des images, mais aucune de Ezra Miller. Et ils ont présenté une bande-annonce qu'on n'a pas encore vue. Mais là, on voyait Ezra Miller bien entendu dans la bande-annonce, par exemple, mais il n'en parlait pas du tout. T'sais. Non, c'est sûr. Et la bande-annonce finit avec Michael Keaton qui dit ses premières lignes de dialogue. You wanna get nuts? Let's get nuts. Ah, c'est comme ça qu'ils y finissent. Ah, une des lignes de dialogue classiques du film de Tim Burton. Puis c'est drôle parce que tu vas être fou. Soyons fous. Tu sais, il dit ça, Ezra Miller dans la bande-annonce. Fait qu'ils ont fait par exprès. Surtout qu'on sait très bien que Batman, il est fou. Non, mais c'était... Du bon côté, là. C'était à cause que si le monde se rappelle de la scène de 89, quand il dit ça, là, il a cassé la majour. Ensuite de ça, on a eu Shazam Fury of the God qui combat contre des dragons, Wonder Woman et des dieux grecs. Donc, dans Shazam 2, il va y avoir Wonder Woman. Ah ben c'est nice. Ah oui. Ensuite de ça, on a Aquaman qui ont présenté quelques scènes et ça m'a tout l'air que le méchant principal va être Black Manta qu'on a pu voir dans le premier film dans un rôle plus petit, mais que là il va être le méchant principal et que son personnage est développé comme un Nemo des temps modernes. OK. Ça adapte l'inspiration du personnage pour le deuxième film ressemblerait beaucoup au Captain Nemo. Ça risque d'être très intéressant parce que j'aime ça, les affaires style steampunk un peu. Puis, ça se prête bien avec Black Manta. Oui. Les Super Pets. Oui. La League of Super Pets. Est-ce un cash grab? C'est la seule affaire que le monde avait à dire. On sait que Keanu Reeves va faire la voix de Batman, puis la voix de Crypto par Dwayne The Rock Johnson. Mais il y a Kevin Hart qui fait des voix aussi, mais ça a l'air que c'est un film vraiment fait puis visé pour les enfants. Ensuite de ça, on a Black Adams. Oui, qu'on attend avec The Rock. The Rock encore, où est-ce qu'on va le voir faire une confrontation contre Hawkman et l'introduction de la GSA, la Justice Society of America. Qui est comme la GLA des années 40, si je me rappelle bien. Exactement. T'avais Hawkman, Dr. Fate et tous ces personnages-là. Dr. Fate est joué par Pierce Brosnan, d'ailleurs, dans le film. Mm-hmm. Oh. On s'en va chez Disney. Enfin. Disney, c'est le studio qui en a dit le moins avec Universal, parce que Disney ont deux conventions à eux. Puis ils veulent garder les nouvelles pour les fans, parce que c'est des films pour des fans, Disney. Ouais. Ils s'en foutent un peu, parce qu'ils savent qu'ils disent n'importe quoi aux propriétaires de cinéma. Ils vont remplir les salles. Fait qu'ils ont annoncé le film Amsterdam de David O. Russell avec John David Washington, Margot Robbie, Christian Bale, Robert De Niro, Taylor Swift, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Timothée Olyphant, Rami Malek, Michael Shannon, Mark Myers, Chris Rock. Ça, c'est une série de films, ça, avec ces acteurs-là? Non, c'est un film. C'est juste un film. Okay. ça fait du monde sur le payroll, ça, là. En effet. Après ça, ils ont présenté une présentation de Bob's Burger, le film basé sur la série télévisée. Ah, je connais pas Bob's Burger. C'est un genre de South Park. Ok. Qui se passe dans un fast-food. Je pensais que c'était Bugs Bunny qui s'était parti une chaîne. Non. Ensuite de ça, on a eu la grosse annonce ils ont vu la bande-annonce, eux, qu'on verra pas à Québec, malheureusement. Non. D'Avatar The Way of Water. On dira pas c'est de la faute à qui. Mais on l'a pas en 3D. Le premier des 4 suites au film original. Parce que oui, il va y avoir 4 suites au film original. C'est une quintologie. Et une bonne nouvelle, par exemple, je ne sais pas si on va l'avoir à Québec, mais Avatar, l'original, va ressortir en salle au mois de septembre. Regarde bien ça, il l'aura pas au IMAX. Alors, il est filmé IMAX, oui. C'est ça. Cheap de même. Ils sont capables. Ils sont capables. Ensuite de ça, le film Lightyear a fait pleurer plusieurs personnes. Puis ils ont présenté 30 minutes du film, puis ils disent que c'est un des plus beaux films de science-fiction et d'animation qui a jamais été fait. OK, il y a 2 dessins animés qui s'en viennent qui disent que c'est les meilleurs. Non, il y en a un qui dit que c'est le plus grand à cause de la chose. Lui, ils disent que l'histoire, le monde qui ont vu les 30 premières minutes, juste avec les 30 premières minutes, c'était à couper le souffle. Puis le film commence, pour le monde qui se demandait comment que ça va marcher, cette histoire-là, j'ai
pris la première ligne d'écriture du film, ou ce que c'est écrit en title card au début du film. En 1995, Andy reçut pour son anniversaire une figurine basée sur son film favori. Voici ce film. Oh, OK. Oh. Ah, c'est bon. Ça explique vraiment. Tu viens de dire ça, là, j'ai des frissons. Pour vrai? Le film commence dans j'ai des frissons. Et c'est le premier film d'animation filmé en IMAX. Un autre film qui va être présenté en salle normale à Québec. Marvel, ils ont présenté 30 minutes de Doctor Strange The Multiverse of Madness. Oui. Et ça a l'air qu'après les 30 minutes, on peut dire que tout est possible. C'est la seule affaire qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. On a eu les premières images de Black Panther, Wakanda Forever, de Thor, God, Love and Thunder et Gardiens de la Galaxie, volume 3. Mais ils veulent pas en dire plus. Chez Universal sont tombés sur le mode horreur. Premièrement, il y a eu la présentation de Nope de Jordan Peele. Puis tout le monde est tenu au secret parce qu'ils disent qu'il ne faut pas divulguer rien de ce film-là. Mais si vous fouillez sur l'Internet, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que le monde a vu parce qu'il y a des journalistes qui se sont ouverts la trappe, malheureusement. Ben, moi, je vais essayer de ne pas chercher pour rien. Moi non plus. Faire la surprise. On a le film Halloween Ends qu'on attend très, très, très avec une brique et un fanal, nous autres. Ben, on l'attend avec beaucoup d'espoir aussi. Là. Et Jamie Lee Curtis a confirmé au CinemaCon que ce sera l'affrontement final entre Laurie Strode et Michael Myers. Puis c'est au moment de ce film-là qu'on risque d'avoir un collaborateur qui va venir nous rejoindre. Oui. Ça va être le fun. Ensuite de ça, on a un film, je ne sais pas si c'est produit ou réalisé par James Wan, qui s'appelle Megan. La vie de Megan Fox. Non. Non, OK. Malheureusement. C'est l'histoire d'une personne qui prend en charge un enfant après la mort de ses parents. Mais cette personne-là, qui prend en charge l'enfant, elle travaille en intelligence artificielle et elle crée un bot pour protéger l'enfant. OK, puis ça vire pas. Pour le monde qui savent de quoi que je parle, c'est une harmonie, mais pas sexuelle. Silence. Donc, on crée une espèce de robot humain. Pour ça, mais ça... harmonie! Wake up! Wake up! Je pensais que t'étais la seule personne à comprendre la référence. Ah non, ouais, je dormais au bout, là, j'étais pas là. Moi, je l'ai compris tout de suite, là. Puis... Tu viens de perdre une étoile. Ben, c'est clair. Je suis pas fier de moi. Comme James Wan, le robot risque de devenir très violent, prendre son programme très à la lettre. Donc, c'est Annabelle plus moderne. Oui, exactement. C'est Chucky robotique. Ensuite de ça, on a le dernier film de Universal qui s'appelle Violent Night. Pour dire Silent Night, mais Violent Night. C'est un die-hard avec le Père Noël. Et le Père Noël va être joué par David Harbour. C'est vraiment un die-hard avec le Père Noël. Mais ça n'a pas déjà été fait, ça, une affaire comme ça, avec le Père Noël qui... t'avais eu... avec Mel Gibson. Ouais, mais c'était pas un genre de die-hard. Là, c'est vraiment un die-hard. Il va se cacher dans... Il va se cacher dans un tuyau. Ouais, c'est ça. Ils ont eu une très bonne présentation Paramount, longtemps sur Paramount, de Mission Impossible, le prochain, le 7e, qui ont dévoilé le titre. Dans l'espace. On le sait pas, on sait juste que le titre... C'est pas grand-chose. Ouais, Dead Reckoning Part 1. Oh, OK. Parce que le tournage du 8 est déjà commencé. C'est déjà un two-parter. Fait qu'on va avoir plein de cascades que peut-être Tom Cruise va mourir en les faisant, on le sait pas parce qu'il est complètement fou. Ouais. Ensuite de ça, on a Paws of Fury, un rip-off de Kung Fu Panda avec des chats qui pètent, qui flatulent. Est-ce que le film va être en odorama? Aucune idée. C'est vraiment nécessaire? Non, c'est même pas nécessaire. Coudon, c'est-tu Trauma qui a fait ce film-là? Non, mais moi, des films... C'est un film d'animation, là! Un film basé sur des flatulences, moi, ça me fait penser à un film que je trouve culte qui s'appelle L'Idiocratie. T'as pas assez lu d'électrolytes. C'est ça. Et ensuite de ça, on a le film Babylone de Damien Chazelle qui nous a donné La La Land, Whiplash, puis... Et puis d'autres. Le film de Neil Armstrong, que je ne me rappelle pas du nom, parce que j'avais trouvé ultra plate. OK. Avec Ryan Gosling. Là. Le film s'appelle Babylone, puis ça va relater une histoire qui se passe à l'âge d'or hollywoodienne.
dans les années 20. OK, Babylone dans le sens Hollywood. Babylone dans le sens Hollywood, mais Babylone dans le sens du plateau de tournage, d'intolérance, du plateau, qui est le plateau de tournage qui est resté le plus longtemps debout. À ce que je me souviens, dans les rues d'Hollywood même, il était construit sur le coin d'une rue. Ce décor-là faisait 500 mètres de profond, si je me rappelle bien. C'est débile, là. J'ai vu des photos parce qu'il a été détruit, je pense, au début des années 70. Ouais. Ça aurait dû être classé historique. Oui, mais c'était quoi? Parce qu'après le tournage, il y avait d'intolérance, il avait décidé de laisser le building au coin de la rue. Oui, c'est ça. Mais après ça, en 70, il y aurait quelqu'un qui aurait dû lever la main et faire un Hollywood. Puis pour les jeunes qui jouent à des jeux vidéo, si vous avez joué à Elle est Noire, il y a des séquences qui se passent sur le plateau. Puis si vous voulez voir le plateau, tapez-vous pas le film au complet, il dure 4 heures. Ah, oui. Il y a des belles photos sur Internet. Il y a des très belles photos et des très beaux extraits sur YouTube. Ensuite de ça, on a D&D. Tu vas être content, Marc-André? Ben oui, je vais lancer mon D20. Dungeon and Dragon. Avec Chris Pine en barde. Il va jouer un barde. Mais avant, j'ai plus hâte de voir Faradar, mais ça, c'est une autre histoire. Et Hugh Grant en méchant. Ah, quand même. Ensuite de ça, on a eu les premières images de Transformers Rise of the Beast, qui a été tourné d'ailleurs à Montréal et au Costa Rica. C'est Michael Bay qui le fait, réalisé par Stephen Cappy Jr., qui nous a donné Creed 3. Ça risque d'être pas mal intéressant. Et les images que le monde a vues, c'est que c'est un classique Optimus Prime, comme dans le temps. C'est pas le look de... Ah non, ça va être la flat nose. Oui. Oh, cool. C'est une affaire que j'avais trouvé très difficile à m'adapter pour les films Transformers. Là. Le style de truck que c'était. Ouais. Ça faisait plus moderne. Là, des flat nose, on en voit de moins en moins. Ça, mais pour moi, ça prend... Et le dernier film de toute la semaine, êtes-vous prêts à rentrer dans les cockpits, les gars? Oui! Top Gun Maverick a été diffusé dans son entièreté au CinemaCon. La plus grosse critique que j'ai vue disait que c'est un porno pour les fans d'aviation. Un porno pour les fans d'aviation, Colin. On va voir du beau stock là-dedans. Il paraît que le théâtre Céline Dion shakeait à cause du son. Ça a l'air que c'est un film nostalgique, que c'est une des meilleures suites qui a été faite après tant d'années. C'est parce que généralement, comme on suit peut-être dernièrement, on a eu Bill et Ted, des films, Zoolander, il y a plusieurs films qui sont des suites de vieux films qui sont sortis dans les dernières années, mais sont jamais bons. Là, ça a l'air que stick the landing, pour dire un terme d'aviation, ouais. Ça a l'air que l'atterrissage est parfait pour ce film-là. Ça a l'air que Tom Cruise est aussi bon qu'en 86. Ça a l'air que le film est plus profond que celui de 86, mais que le seul défaut de ce film-là est que c'est un film pour une tranche d'âge spécifique. La nôtre. La nôtre, exactement. Les générations X. Fait que ça met fin à tous les films qui ont sorti au CinemaCon. Beau petit résumé, quand même. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça m'a pris du temps parce qu'il a fallu que j'écoute toutes les panels. Puis j'ai pas écouté juste comme je vous ai expliqué tantôt, j'ai pas écouté juste les panels de films. Ouais, mais te connaissant, t'as écouté bien plus de stock que qu'est-ce que t'avais besoin d'écouter pour notre émission. Oh oui. C'est tant qu'à avoir tant qu'à avoir l'accès, vas-y, garde-toi. Chanceux. On va passer maintenant aux sorties de la semaine. Qu'est-ce qu'on a à surveiller, mon cher Marc-André? Cette semaine, je vais faire les sorties en 2 parties. Ce qui est sorti vendredi passé, avant hier. Et je vais faire ce qui s'en vient la semaine prochaine. Rectification de pré-production. Oui, rectification. Donc... C'est excellent, c'est excellent. Oh oui, regarde, j'avais mal compris la façon. C'est parfait. À l'avenir, tu vas être à jour. À l'avenir, je vais être à jour. Fait que comme ça, je vais faire ça. Donc, en salle au Québec cette semaine est sorti 3 films québécois. Il y a À plein temps, le 2e film de Éric Gravel. C'est l'adaptation de la série télévisée? Non, c'est la suite de À temps plein. Ah, je voulais avoir des marionnettes avec des humains. Il y a La Dame du paradis de Ellie King. J'ai juste pris les titres cette semaine, j'ai pas fait de mini-résumé et tout. C'est correct, c'est correct. Parce qu'il y en avait beaucoup. Ceux-là, c'est ceux qui sont en salle. Ils sont déjà en salle. Il y a Eiffel de Martin Bourboula. C'est québécois, ça? Non, c'est français. Ah, c'est français, ça, là. J'ai dit qu'il y en avait 3, je les ai pas, ils sont pas tous en ordre. C'est bon. L'autre québécois, c'est un film autochtone de Jason Brennan, qui est L'Inhumain avec Samian. Il y a Mémoire meurtrier de Martin Campbell aussi, qui est sorti cette semaine. Avec Liam Neeson. Oui.
Et Noémie dit oui, l'autre film québécois qui est sorti cette semaine. Qui était le gros film que le monde a parlé cette semaine, là. Sur toutes les plateformes, que ce soit dans les journaux, moi, à j'ai la entendu parler télé, à la plus radio. de Mémoire meurtrière. Là. Ah, On n'écoute pas les mêmes... On n'écoute probablement pas les mêmes postes. Sinon, la semaine prochaine, soit jeudi le 5 ou vendredi le 6, il y a Adieu Monsieur Hoffman de Fred Cavaillé, La fine fleur de Pierre Pinault, Peace by Chocolate, un film canadien qui se passe en Nouvelle-Écosse, Très belle journée de Patrice Laliberté, Vortex de Gaspard Noé et le dernier, Doctor Strange dans le multivers de la folie. Et non le moindre. Non. Les autres films, bonne chance. Ouais, je pense que le box-office, ça va être pas Un mal. seul film qui va faire de l'argent. Un gros film, puis toutes des petites entrées par la suite. Mais moi, je vais quand même aller voir La fine fleur de Pierce. C'est celle-là que je vais voir cette semaine. Ah oui? Ah, tu n'aurais pas eu nous autres voir Doctor Strange? Non, c'est pas assez gros. J'attends un gros film. Avec les séquences que j'ai vues. C'est au cinéma. Il faut que tu voies Doctor Strange absolument. Ça se pourrait même qu'on le voie plus qu'une fois. Parce que il y a tellement d'easter eggs au pied carré dans ce film-là. Puis malheureusement, quand on va aller le voir jeudi, on n'aura pas la version IMAX 3D parce qu'ils ne le présentent pas à Québec. Merci, Cinéplex. Si on veut le voir ici en 3D, il faut aller au cinéma de Beauport ou au Clap. Ok, Cinéplex, le meilleur 3D, puis dans un cinéma bien normal. Alors qu'ils ont le plus gros IMAX qu'il n'y a pas. Ben, pas le plus gros monde, là, mais c'est un très gros IMAX. C'est un 7 étages de haut, je pense. C'est ça, à Québec. Ouais. Et malheureusement, ils l'utilisent très mal. Incroyable. Très mal. Ouais. Tu l'as dit cette semaine. Ouais. Non, mais c'est vraiment mauvais l'utilisation qu'ils en font. Surtout quand comparé d'une ville comme Montréal qui a quoi, 7 écrans IMAX? À peu près. Ils pourraient se le permettre D'en avoir un autre à Québec. À Québec, mais à Montréal, ils peuvent se permettre, pour ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas la capacité de voir le 3D, de le présenter en IMAX 2D, puis de l'avoir en IMAX 3D dans la salle à côté. Là. Surtout le premier soir, là. Tu le sais que c'est du monde qui sont craqués. Ben oui. Tu le présentes comme il doit être vu, le film. Exact. Puis en bonne version, puis en version originale. Oui. Puis, puis en plus de ça, là, Cinéplex, là, on connaît votre système de son, parce qu'on connaît l'ancien propriétaire du cinéma personnellement. Ouais. Montez-les un petit peu, là. Rangez l'équalizer un petit peu de votre système, là, parce que ça fait pitié. Ouais, vous sauvez pas d'électricité en mettant moins de son. Là. Ouais. Puis à l'heure qu'on va le regarder, il n'y a personne dans le centre d'achat. Qu'il y ait du monde dans le centre d'achat ou pas. Le building est à part du centre d'achat quand on la regarde bien, le building. Oui, c'est quand même pas. C'est quand même pas pour quartier, là. Parce qu'il faut qu'il baisse le son à 10 heures. Là. À cause des condos à côté. Ouais, c'est pathétique. Donc, c'était les sorties en salle de cette semaine. Les coups de cœur de la semaine. On va y aller maintenant avec nos coups de cœur et on va commencer par le coup de cœur de notre ami Simon. Ben, sans surprise, mon coup de cœur, c'est The Offer. The Offer. Quelle surprise, effectivement. Mon amour pour le cinéma a amené The Offer à être écouté. Et je l'ai écouté les 3 épisodes parce que oui, Paramount Plus ont sorti 3 épisodes la même journée. Jeudi. Et c'est du bonbon pour les fanatiques de cinéma. C'est d'une réalité. La performance des acteurs et le look des acteurs me fait penser à un seul autre film, qui est The Doors de Oliver Stone, au niveau ressemblance. Parce que Val Kilmer, dans The Doors, on sait comment il ressemblait à... Jim Morrison. Parce que souvent, surtout dans des séries télévisées historiques, de même, où il y a des personnages qu'on connaît, c'est souvent un genre de caricature du personnage. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose, il n'y a pas de Il y a quelque chose qui accroche, ouais. Mais là, surtout Matthew Good, qui joue le rôle de Robert Evans, c'est Robert Evans qui ont sorti de la tombe et qui l'ont... C'est incroyable. Tu écoutes des entrevues sur Internet de Robert Evans, tu mets Matthew Good à côté, tu sais pas lequel est lequel. Lequel. Il est identique. Identique. Le gars qui fait Charlie Blowmorn, c'est identique aussi. Tout le monde est pareil physiquement, à part le personnage principal qui est joué par Miles Tyler, qui joue Albert S. Rudy. Lui, il a exactement la bonne voix, mais ils ont pris la qualité de l'acteur au lieu de prendre le visage. Mais le reste, c'est tout
identique. J'ai hâte qu'on voit Brando parce qu'on n'a pas vu Brando encore. Si c'est le seul point négatif de le physique, mais que la voix, là, Il y a une seule autre chose qui m'a fait tilter. C'est quoi? C'est qu'ils ont ils ont exagéré le côté de l'implication du vrai crime organisé. Oui, il était présent dans le film. Ils ont fait des trucs pour empêcher le film. Puis ça, c'est dit dans plein de romans, de plein de livres sur le sujet. Mais ils ont exagéré l'implication pour le mettre beaucoup plus gros, pour avoir une narrative, pour attirer les autres personnes. Puis certaines scènes font par exprès pour dire « Regardez les amis, on parle du parrain dans ce film-là. » Tu sais, comme à un moment donné, on voit Joe Colombo, qui est un personnage très connu, un mafioso très connu. À un moment donné, il est au restaurant, puis il va aux toilettes, puis il sort son god. C'est trop. Ça, c'est juste un petit peu trop. Ouais, mais t'as-tu déjà essayé? T'as-tu déjà essayé d'aller aux toilettes avec ton gun dans la culotte? Tu vas voir, c'est vraiment pas très agréable. Toi, t'as-tu essayé? Ben oui. Oui, comment c'était? Non, mais tu sais, la scène est filmée pareil que la séquence dans le parrain. Dans le parrain, oui. Tu sais, c'est juste ça. Hey, les amis, on fait quelque chose qui a rapport avec le parrain, regardez-nous. C'est la seule. Mais ça, je comprends pourquoi ils le font. Tu sais, pour moi, je l'aurais pas fait personnellement, mais je comprends très bien. À part ces deux petites choses-là, c'est parfait. C'est idéal. Puis c'est le fun parce que moi, il y a plein d'anecdotes que je connais parce que j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet parce que c'est un film. Et là, Paramount, OK, écoutez-moi, je veux une deuxième saison. Tout de suite, même après 3 épisodes, appelez-les Heart of Darkness, puis je veux voir Francis Ford Coppola en bedaine aux Philippines qui filme le Vietnam. À ce point-là, là? Ah oui, ça pourrait être bon. Hein, c'était aussi fucké comme tournage. Qui va jouer George Lucas? En passant, il y a un caméo. Ah ouais? Dans le premier épisode, on voit George. Ah, le vrai? Non. Ah. C'est à cause que Albert va raconter la scène. Albert S. Rudy va à American Zoetrope pour essayer de convaincre Coppola de faire le parrain. Puis tout le long de la scène, ils parlent, sont comme dans un bureau de montage de film, ils regardent des stripes de film, puis tout ça, puis là, ils parlent. Mais il y a un divan dans le fond de la scène, avec un gars chemise à carreaux, puis une petite barbe, puis des lunettes, qui parle pas, puis qui a de la gênée. Mais le gars parle pas, il n'y a aucune ligne de dialogue. Mais moi, en écoutant la scène, je regardais pas Albert S. Rudy, ni Francis Ford Coppola, je voyais le gars dans le fond. C'est George! C'est George! C'est ça, c'est George. De mon côté, cette semaine, j'ai écouté une série dont j'avais parlé la semaine dernière. Ça s'appelle Our Flag Mean Death, qui est en français Le Gentleman Pirate, sur Crave, créé par David Jenkins et produit par Taika Waititi. Et réalisé quelques épisodes, effectivement. Parce que j'ai vu les 2 premiers. Ouais, mais c'est pas lui qui réalise toute la série au complet. Ben, c'est pas surprenant non plus. Là. C'est ça. Avec Thor et les autres projets. Là, il n'y avait pas le temps de... En fait, c'est l'histoire de Steed, et non pas Steve. Steed Bonnet, un aristocrate choyé qui abandonne sa vie de privilégié pour devenir un pirate au début du 18e siècle, les pirates dans ce temps. Ouais, il y a 200 ans, là. Ouais, c'était avec Taika Waititi, comme on a dit, Fred Armisen, puis, Max Faxon. Fred Armisen dans la chaloupe. Ah, personnellement, Ramon. j'ai trouvé ça très drôle, vraiment très drôle. Plus difficile comme pour Simon pour les 2 premiers épisodes, mais après ça, une fois que tout est bien installé puis qu'on comprend le monde dans lequel que ça se passe d'une certaine manière, puis les personnages, en fait, à partir du moment où Taika apparaît vraiment comme étant, qui joue le rôle de Blackbeard, quand Blackbeard apparaît vraiment de façon constante, la série change du tout. C'est Taika. Puis on s'en va dans une direction que jamais j'aurais prévu. En tout cas, moi j'ai été très surpris par où est-ce qu'ils s'en vont. Puis qu'est-ce qu'ils en font. J'ai vraiment aimé. C'est mon coup de cœur de la semaine. Si vous avez Crave, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, les 2 premiers épisodes, c'est un petit peu difficile, un peu plus pour certaines personnes, mais à partir du 3e, ça part. Puis, j'ai une question pour toi. J'ai eu de la misère. Moi, mais c'est pas la première. C'est pas la première fois que des séries TV, les premiers épisodes sont pas tout le temps les top. Des fois, ça va commencer très très fort, puis après ça, la série diminue. Mais là, ce coup-là, ça commence plus lentement, puis après ça s'en va dans une direction complètement folle. C'est plus le fun d'avoir une série qui est en crescendo que d'avoir un gros premier épisode, puis après ça tombe, ça fait... C'est ça. Mais c'est un humour, je dirais,
qu'on a découvert depuis une couple d'années seulement, je dirais que c'est une sorte d'humour néo-zélandais. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup. J'en parlais tout à l'heure avant le début de l'émission. En ronde, moi, ça m'a fait penser un peu au Monty Python. Oui. Oui, ça serait... Pas tout à fait pareil, mais le genre d'ambiance, le genre d'énergie. L'énergie qu'il y a là-dedans. Les films, pas la série, là. Ben, on voit que Monty Python. Monty Python en général. OK. Ben, on voit que c'est une gang de chums aussi. Là. Oh, oui. Taika, il s'est entouré du monde avec lequel il s'entend déjà très bien puis avec lesquels il y a du fun. Puis comme vous l'avez vu en anglais, est-ce que l'accent néo-zélandais est problématique dans la série ou Ça fait britannique plus que... plus Ouais. que britannique? Parce Ouais, ben- que c'est des Britanniques, c'est pas des Néo-Zélandais dans l'histoire nécessairement. là. Non, mais non. des fois, le comédien, t'as beau être Ben, néo-zélandais. Le gars qui ressemble à Keegan un peu, là, il y a un acteur noir qui ressemble à Keegan, qui est pas Keegan, je peux être sûr que c'est Keegan. Lui, il a un thick accent, Ouais. mais le reste, Mais il y a je te dirais qu'ils ont des accents pas mal britanniques, mais t'entends d'une certaine manière que les gars, ils viennent de partout dans le monde. oui. Le- Fran Emerson, il parle comme un gars du C'est New ça. Jersey, là, excuse-moi. là. OK. C'est un crew de bateaux, de pirates. Fait que ça veut dire, grosso modo, ça devait être la même affaire. C'est du monde qui ont ramassé à travers les voyages, puis t'as toutes sortes de gens sur le même bateau. Là. Puis ce qui donne justement place à des histoires un peu... Déjantées. J'ai vraiment hâte de voir la deuxième saison en espérant qu'il y en ait une. J'ai pas rien vu sur ça, là, mais en tout cas, s'il y a une deuxième saison, je vais être très, très agréable. Fait que je vais l'essayer cette semaine écouter le reste de la série. Oui, d'après moi, tu vas aimer ça. Du côté de Marc-André, ton coup de cœur, si tu as un coup de cœur, il me semble que je n'étais pas sûr. Oui, j'en ai pris un. J'ai juste vu le premier épisode, par contre. C'est une série qui est sortie il y a quelques années, qui était sur Netflix, mais que Qui Netflix... à l'origine était sur DC Universe. DC Universe, mais que ici au Québec, je l'ai vu en français parce qu'il était sur le club Illico. C'est Swamp Thing, la créature du marais. Ah, oui. Donc, oui, j'avais vu Titan, j'ai pas vu encore Doom Patrol. J'avais celle-là aussi que je voulais voir, qui est produit par James Wan, qu'on a parlé tantôt. Mhm. Donc, c'est l'histoire de Swamp Thing. J'ai juste vu le pilote. Visuellement, là, j'ai trouvé ça génial. Non, mais t'as pas vu Swamp Thing. J'ai pas vu Swamp Thing. Le pilote, on voit pas Swamp Thing. Non, parce qu'on sait que Alec Holland, qui devient Swamp Thing dans les bandes dessinées, un des Swamp Thing, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là. Swamp Thing, c'est un des personnages les plus bizarres qu'il y a eu. Tellement le fun à écrire. Pour l'avoir écrit déjà. Ouais, quand on s'est amusé à faire notre suite de Justice League là, ensemble, là, où tu avais Zendaya, Zatanna. Zendaya. Zendaya, là. Zatanna. Spider-Man sort de ce corps. Non, on avait Constantine, Bruce Wayne, Zatanna, Swamp Thing. Puis, oui, il était super intéressant à écrire, mais là, il me reste à lire ce que Alan Moore a fait, mais là, je suis en train de... Sur Swamp Thing, je suis en train de sortir un peu de ça la va série. bien parce que tu lis présentement du Swamp Thing, fait que tu tombes sur cette série-là. Oh, oui. J'en lis, j'ai pas commencé Alan Moore, mais on le voit dans les Justice League Dark avec Constantine, entre autres. Et non, j'ai vraiment adoré le visuel. J'ai moins aimé la traduction, la piste, ça, mais ça faisait vraiment série B comme voix et comme qualité. Je voudrais le voir en version originale, ce que je peux pas faire pour l'instant. Ah, je vais le procurer, je vais le lire chez moi. Super, parce que c'est le seul bémol que je trouve qu'on a ici, même si je l'aurais regardé en anglais sous-titré. Déjà là, ça m'aurait aidé pas mal. J'ai même la série des années 90. Les deux. Les 3-4 saisons. Les 3-4 saisons, Ah, puis il y a des films, je me rappelle un peu du film de Wes Ben, Craven. le deuxième, qui est une comédie vraiment stupide, Mhm. les éléments de l'histoire viennent d'Alan Moore. OK. Le deuxième film, c'est le Return of the Swamp Thing. Ça, si tu m'en avais parlé, j'avais pas eu la chance de le regarder à l'époque quand on Parce écrivait. qu'il amenait Abigail puis des personnages de même qui venaient directement d'Alan Moore. Mais sérieux, si vous êtes tanné de voir les grosses explosions de super-héros, autant Marvel que DC, puis les grosses productions, à ce que j'ai vu pour l'instant, c'était beaucoup plus minimaliste, c'était plus le fun, c'était beaucoup plus dans l'ambiance. Noir, comment c'est filmé. Le monde Oui. qui dit que The Batman est noir. Non, ça se passe la nuit tout le temps, là, Puis d'un bayou. puis dans les bayous. Fait que c'était mon coup de cœur de cette semaine.
En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman. Et on vous dit au revoir. À la prochaine.